Mais j'attends que t'arrêtes de faire du bruit. Le Ginette Club. Tea time entre amis. Épisode 7. Celles qui sont équilibristes, avec Lucas, Christophe et Julia. Hello tout le monde, c'est Julie. Dans cette saison du Ginette Club, on va parler d'amitié. Avec mon amie Marion, nous trouvons que c'est un sujet trop peu abordé. Nous constatons notamment autour de nous que les histoires racontées sont le plus souvent des love stories. Nous voulions redonner à l'amitié la place qu'elle mérite. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe, 44 ans, consultant dans le secteur bancaire, et Lucas, 29 ans, chargé de projets européens, et Julia, psychologue clinicienne qui intervient en tant que professionnelle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. On va commencer avec une question qui paraît assez essentielle pour ce podcast. Pour vous, c'est quoi l'amitié ? Lucas, si tu veux y aller. Pour moi, donc, je dirais que c'est plutôt une relation avec un certain investissement émotionnel, avec un attachement. Je dirais un attachement émotionnel à une personne. Et je dirais des moments, beaucoup de moments partagés, de fun, d'amour amical, aussi de pouvoir parler beaucoup d'émotions, de sentiments, je dirais, dans l'amitié. Après, je dirais qu'il y a beaucoup... c'est pas toujours facile de bien définir où se situe l'amitié vraie, on va dire, où on peut vraiment parler de tout, et les amis un peu plus potes. Et parfois, je trouve qu'il y a des personnes qui rentrent un peu entre les deux, donc je parlerai pas forcément d'amour amical, mais pas non plus d'une relation superficielle. Donc je pense que c'est quand il y a... Oui, il y a quand même un lien émotionnel et d'attachement si on parle de l'amitié. Donc il y a des catégories ou des niveaux, t'as les potes, les amis... Oui, mais je dirais qu'il y a des gens qui sont un peu... Qui naviguent dans les... Oui, qui naviguent un peu dans les deux, ou alors parfois des gens avec qui on n'est pas... J'ai le cas d'une personne que je vois plus trop, mais avec qui j'ai jamais été vraiment proche, mais à la fois on pouvait se parler de beaucoup de choses, je sais pas comment expliquer, et donc il y avait cette espèce de relation où en fait on peut se parler de plein de trucs, mais on n'est pas réellement très proche, où on se voit pas souvent, où on n'est pas... plutôt on a une relation type pote, sauf qu'en fait on se parle quand même de choses dont je ne parlerai pas juste à des potes ou à des collègues potes ou à des camarades de classe. Une espèce de proximité naturelle, un peu comme ça, même si c'est tous les 6 mois ou tous les... Oui, c'est ça, ou enfin voilà, c'est ça, je dirais. Et l'amitié, pour moi, c'est une épaule pour pleurer, par exemple, ou pour raconter des choses. C'est aussi une oreille pour écouter. Ou moi, c'est l'oreille pour mon ami. Mais je pense que c'est surtout une personne ou une relation qui me rappelle que j'existe. Que ce que je pense tout seul dans mon coin ou dans ma tête, en fait, c'est normal. Je peux m'énerver, je peux être triste, je peux ressentir des choses. Et je rebondis sur ce que tu disais, Lucas, et les différents degrés, moi je le vois dans une relation de confiance. Donc il y a des personnes en qui j'ai confiance, où je veux donner ma confiance. Et peut-être d'autres, je me pose encore la question, ou j'ai pas envie, tout simplement. Alors, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est des gens qu'on choisit. Je pense à la famille, mais je les ai pas choisis. Bah ouais. Ouais, je les ai pas choisis. C'est marrant parce que personne n'avait encore donné une définition un peu comme ça. Enfin, en tout cas, dans ce que vous dites tous les deux, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'amitié, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est une relation d'attachement, ou d'amour, on peut dire aussi. En tout cas, il y a un lien qui se crée en fait, entre des personnes. On les choisit, il y a des rapports de confiance, etc. Puis en fait, on voit qu'il y a différentes catégories d'amitié. En fait, on a l'amitié, celle où on fait famille, donc tu es le sang, c'est ma sœur de cœur, des choses comme ça. Et inversement, quand la famille devient amie, quand on dit ma sœur c'est ma meilleure amie, ou mon frère c'est mon meilleur ami, donc on voit qu'il y a ces relations-là. On voit celles qui sont
justement juste des potes, ou celles qui sont éphémères, elles vont durer juste un instant. Par exemple, on se retrouve en soirée, on connaît personne, et on va s'allier à une personne, et on se dit cette personne, en fait, on match tout de suite, mais on la reverra plus jamais. Mais ça va être le pote de soirée. Et c'est en fait il y a plein d'amitiés qui sont différentes. Il y a les connaissances, les potes, les amis de collègues, de danse ou de choses comme ça, et les amitiés qui sont extrêmement fortes, qui durent dans le temps, c'est à la distance. Donc en fait finalement on a un panel d'amitiés qui est extrêmement varié, et il y a celles qui légitimisent aussi, et c'est presque toutes les amitiés, parce que là en fait qu'on soit pote ou qu'on soit amis, à un moment donné il peut y avoir un petit sujet de conversation où en fait on va se dire ah ben tiens, j'accroche parce qu'il y a ce point commun avec cette personne-là, puis je me rends compte qu'elle a vécu aussi la même chose que moi, donc on normalise certaines émotions, certains ressentis comme l'angoisse ou des choses comme ça, et donc l'amitié c'est assez ça en fait, c'est une relation de lien, d'attachement et d'amour assez grande. Si ça répond bien à la question. J'ai envie d'ajouter, mais ça revient à l'attachement, qu'il y a une réciprocité aussi, du coup, c'est tout le temps à voir avec nous et avec l'autre, quoi. De manière générale, oui. Après, il y a toujours des... Oui, c'est vrai, là... Et c'est ce dont on va Je parler m'égare. aujourd'hui. Donc c'est parfait pour faire la transition. Donc on avait envie de parler aujourd'hui d'un facteur qui nous semble, à raison ou à tort, assez indispensable pour des relations amicales épanouies, c'est de trouver effectivement un certain équilibre dans nos relations. Et c'est un épisode un petit peu spécial parce que donc on accueille Julia qui est psychologue et qui nous donne son avis en tant que pro. Donc Lucas et Christophe, est-ce que vous trouvez que vos relations amicales globalement sont plutôt équilibrées en investissement de temps, d'énergie, d'attention portée à l'autre, etc. Oui, alors globalement oui, mais il y a des déséquilibres quand même que j'identifie parfois, qui peuvent aussi venir de mon côté, mais qui je pense... qui peuvent aussi venir de mon côté, mais c'est vrai qu'avant, je me posais pas forcément la question de si la relation était équilibrée ou pas, en termes de prise de contact, d'initiative, de partager des choses, de faire attention à l'autre. Et maintenant, j'y suis par exemple beaucoup plus attentif, et il y a quelques années, j'étais pas très... Je pense que personnellement, j'étais pas forcément très attentif à ça, c'est-à-dire que les amis, c'est les amis, on peut un peu tout dire et on se soucie pas forcément tant que ça de... Enfin, moi je me souciais peut-être pas tant que ça de la possibilité de les blesser ou de pas être assez attentif, et donc j'ai essayé de faire un peu plus attention à ça, aussi parce que je me suis justement retrouvé dans la situation de relations déséquilibrées, de cas, mais je pense que j'en parlerai peut-être, enfin on verra par la suite, de cas où je me sentais justement, je sentais que c'était toujours moi qui prenais l'initiative, et je me demandais si la personne voulait vraiment me voir ou maintenir cette amitié. Donc maintenant je suis beaucoup plus attentif, et ça m'arrive de me dire attention, là j'ai l'impression que telle personne en fait me propose et que moi je propose jamais. Et à l'inverse, parfois je vois des déséquilibres, mais de nouveau je suis pas parfait là-dessus en termes peut-être de prise de l'attention lors d'une interaction. Et moi et beaucoup de mes amis, on a tendance beaucoup à parler de nos problèmes, de ce qu'on a vécu, de ceci, et parfois, et ça peut venir de moi aussi, hein, c'est pas juste mes amis, ça peut aussi être moi, donc j'y fais attention, mais parfois il y a un peu une prise d'espace et d'attention qui est peut-être un peu forte, et qui crée parfois un déséquilibre. On se dit j'aimerais bien moi aussi parler de mes problèmes, ou parler de mon voyage, ou parler de ceci, et ça m'est déjà arrivé avec une ou deux personnes avec qui je suis proche d'avoir un peu l'impression qu'on rentrait en compétition pour finalement dire chacun ce qu'on voulait dire, quoi. Plutôt que d'avoir une discussion fluide, c'est chacun parle à fond de son truc et puis l'autre enchaîne et parle à fond de son truc. Et donc ça, c'est un peu quelque chose, je sais pas si c'est si problématique, mais je me dis on devrait pas, dans une relation équilibrée, être dans une compétition de la prise d'attention. Mais en fait, dans le sens où personne s'écoute finalement. C'est juste, moi je veux raconter mon truc. Non, je dirais qu'on s'écoute, mais j'ai l'impression qu'on a un peu... comme on a toujours un temps limité, je dirais qu'on s'écoute et qu'on se répond,
mais que c'est un petit peu vraiment ce moment, le moment pour la personne qui veut raconter tout son truc et qui voudra surtout pas qu'on embraye sur un autre sujet. Et du coup, moi, en réponse, après, une fois qu'on a terminé son truc, je vais essayer de me dire, allez, là maintenant, c'est mon moment, je veux parler de ça, je veux parler de ça. Et surtout quand on se voit pas souvent. Mais du coup, je trouve qu'il y a un peu ouais, il y a un peu du coup, ça fait équilibrer, mais en étant un petit peu déséquilibré en termes de... Je sais pas comment expliquer, finalement, c'est déséquilibré, et puis c'est déséquilibré à nouveau, et c'est pas juste on se parle et on rebondit complètement, il y a un peu un désir de... Je vais peut-être un peu trop loin dans... c'est une question de comment prendre sa place, sur le moment même. Comment prendre ça, c'est ça aussi. Vous avez des bonnes raisons de relation, vous c'est en revoir. mouvement, donc... C'est des bonnes raisons pour se revoir. C'est des bonnes raisons. Oui. Après, est-ce que c'est aussi parfois par phase, c'est-à-dire quand quelqu'un a vraiment une problématique précise, on sait qu'à ce moment-là, pendant quelques semaines, ça va être un peu lui le centre du sujet parce qu'il a besoin de soutien et après ça se rééquilibre ou c'est vraiment permanent, enfin c'est un truc qui dure. Je dirais que ça dépend quand même des cas, ça dépend un petit peu des cas. Mais il y a des gens avec qui j'observe peut-être trop souvent cette dynamique et je me dis oui, ça devrait pas être un peu comme ça parce qu'on voit qu'on essaye d'un peu de reprendre, de recapter l'attention en fait. Okay. Et il y a des gens avec qui c'est dans un cas plus spécifique, dans un cadre avec d'autres gens, que ça va être plus ce captage d'attention parfois. Et à l'inverse, moi par exemple, il y a une personne avec qui parce que cette personne n'est pas justement dans cette envie de tout partager, de partager tout ce sentiment, j'ai l'impression que je prends beaucoup de place et que du coup je me dis tout le temps attention, il faut essayer de lui redonner de la place. Mais ça, il y a 3 ans, je me le disais pas, par exemple. Okay. C'est l'âge, et puis il y a des personnes qui sont plus pudiques. Je sais pas si c'est le terme pudique. Oui. Mais... t'as les personnes qui sont à l'âge, la question de maturité. En fait, comment l'autre prend sa place ou pas, il y en a qui n'osent pas prendre leur place. Par exemple, moi je vois avec mes patients, quand ils me parlent de leur relation amicale, etc., je pose souvent cette question de est-ce que vous êtes l'ami qui écoute plus qu'il ne parle ou qu'elle ne parle. Et souvent, il y a aussi cette réponse de oui, en fait, on ne me donne pas ma place. Je dis, mais en fait, c'est aussi à vous de prendre votre place. Parce que l'autre, en fait, ne va pas ouvrir la porte en disant, tiens, maintenant, c'est ton tour. Alors, sauf quand on y fait attention, comme tu disais. Mais il y a des moments où on ne fait pas attention. Et j'avais une patiente, par exemple, qui me disait, justement, elle avait un couple d'amis qui s'était séparés. Et pendant 3 semaines, elle avait les deux au téléphone tous les soirs. Elle me dit, mais en plus, je bosse le lendemain, mais je reste au téléphone jusqu'à 2h du mat. Alors, oui, je suis contente, je vais être là pour eux, etc. Mais en fait, j'ai envie de dormir. Et puis, et elle me disait, puis, en fait, j'aimerais bien raconter mes histoires aussi, seulement que là, c'est une rupture. Donc, elle dit, je veux bien être là, c'est normal, mais à un moment donné... Et je dis, mais vous pensez vraiment qu'en situation de rupture, la personne va se dire, alors là, j'ai fini mon temps de parole sur ma rupture, maintenant, place à mon ami. Et je dis, non, faut aussi, quand la personne vous demande comment ça va, c'est de répondre oui et ta, et d'embrayer sur vous. Et c'est comme ça que vous allez prendre votre place, parce que sinon, vous allez vous énerver. Et il y a aussi, en fait, à un moment donné, mettre une limite. C'est-à-dire que si votre pote, elle vous appelle à 21h, vous savez que vous en avez pour 4 heures, vous répondez pas. Et vous allez vous coucher. Et puis après, vous rappelez le lendemain quand vous avez du temps, vous envoyez un petit message. Mais, et vous n'avez pas besoin d'envoyer le texto en disant « je suis fatiguée », c'est trop... trop pour vous. C'est des personnes qui n'arrivent pas à poser leurs limites, même en temps normal aussi peut-être. Oui, c'est ça. Mais donc il y a un peu aussi ce rapport-là par rapport à la place qu'on prend, qu'on veut et qu'on va donner aussi. Il y a un peu de ça. Ça fait, je pense, ça fait une bonne balance entre nous trois. Parce que moi, je suis vraiment l'opposé de toi, Lucas. De manière générale, comme toi, c'est des relations équilibrées, on va dire en temps, en énergie, en tout. Et il y a des déséquilibres, c'est sûr. Et ça vient toujours de moi. Donc je donne pas assez de mon temps. Je donne pas assez de mon temps, de mon énergie. Et je vois bien, c'est des exemples de... C'est les copains ou les copains ou copines qui me contactent. Je réponds oui, ok, mais c'est pas moi qui vais proposer. Je me retrouve
aussi dans des situations, et je pense que les copains et copines de Paris vont se reconnaître, je me retrouve même à un moment où je vais plus dire que je rentre à Paris. Si je rentre à Paris, par exemple, parce que je dois régler des problèmes administratifs ou aller voir mes parents, parce que c'est temps de leur rendre visite, je vais pas forcément le dire. Parce que sinon, ils vont penser ok, tu viens à Paris, tu nous le dis pas. C'est comme ce que tu disais, Julia, tout à l'heure, si tu sais que t'as pas le temps, ne le dis pas, sinon. Voilà. Et je veux pas non plus que mes amis se lassent, au final. De dire, comme tu disais, Lucas, tu vois, il me contacte, et puis il dit, bon, le gars, il répond plus, tu vois, ou il dit pas oui, il donne pas assez de son temps, donc j'essaye de tempérer un peu ces choses-là. Mais ça vient, c'est jamais moi qui donne plus. Si je vois que, j'essaie d'imaginer, il y a eu quelques fois comme ça, je donnais plus, mais plus, pas forcément en temps, mais émotionnellement, ou en énergie. Je vais pas dire que ça me lasse, mais j'ai plus envie. Je crois que j'ai éliminé mon quota d'énergie. Je sature. Je sature. T'as trop donné. Il y a des exemples comme ça. J'ai comme ça des copains qui me racontent toujours des problèmes. Et donc j'ai l'impression que ça me bouffe mon énergie. Ou je mets ça dans le registre du... ils se plaignent. Donc ils se plaignent tout le temps. Et j'arrive pas à tirer du plaisir dans tout ça. Donc, voilà. Et c'est peut-être les moments où je donne de mon énergie pour écouter, mais je sature. Là, je peux plus. Et alors, par rapport à ce que tu disais, Lucas, tu racontes, tu veux donner... tu vas avoir de ton temps de parole pour raconter. Alors moi, ça m'arrive jamais parce que je parle pas de moi. Que j'ai des amis proches ou pas, je parle rarement. Et j'ai des amis comme ça qui m'ont fait remarquer, il y a longtemps déjà. Ou de temps en temps, comme ça, les gens qui me croisent et me disent « Mais toi, c'est vraiment ça, tu parles jamais de toi. » Et en fait, pour éviter... J'essaie pas non plus d'éviter, mais je pense que ça doit être inconscient. Je pose plein de questions. Hop, et je parle pas. Si on me pose la question, je réponds, mais sinon... Et si du coup, tu t'en rends compte, et du coup, toi, tu l'analyses comme... effectivement, comme tu disais, en fait, j'arrive à un moment, peut-être que je suis lassée, et du coup, ça me prend trop d'énergie, ou c'est parce que vraiment, c'est une pudeur, et que tu en ressens pas le besoin, en fait. J'en ressens pas le besoin. Ouais. Ou alors, tu vas vraiment parler que quand t'as un souci, que t'as besoin d'un vie extérieur, en fait, peut-être. Par exemple, par exemple. Mais je suis plus là pour mes amis pour les écouter. Simplement pour les écouter. Hein. Ils ont peut-être un problème où ils veulent partager une joie ou un moment. Ok, je suis là, mais sinon... Et toi, tu partages très peu en retour? Je partage très peu en retour. Ouais, très peu. Ou parce que j'ai pas envie qu'on ressente de la peine ou de la tristesse ou même à la rigueur de la joie. J'ai pas envie. Si par exemple... Si c'est quelque chose que j'ai créé, je sais pas, ou que j'ai fait, et je veux partager ma joie, parce que je veux voir si mon ami s'intéresse ou pas à la chose, ok, je vais peut-être partager, mais sinon je vais mettre ça entre guillemets avec des banalités, je vais pas partager. Mais à quel moment c'est une banalité? Qu'est-ce que tu considères quelque chose de banal? Quel exemple? Je sais pas, imaginons que je suis parti, je sais pas, en week-end... Et j'ai visité, j'en sais rien, un parc... C'est pas une banalité pour moi, par exemple. Si la question elle vient, elle dit qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Ok, mais c'est vrai que naturellement, je vais pas dire tiens, dernièrement, j'ai été à ce parc-là. Non, je vais pas le dire. Après, c'est vrai en général, on précise, là on n'a pas précisé dans l'intro que Lucas, on le connaît très très peu, enfin Julie un petit peu plus que moi. Ouais. Christophe, on le connaît assez bien, c'est un ami dans la vie. Quand même, quand on te pose des questions, tu réponds. Oui. J'ai l'impression que tu comptes. Oui, c'est pas une volonté de pas raconter, mais c'est vrai que si on pose pas de questions, peut-être que spontanément, tu vois, dans... Par contre, moi je trouve, ça fait quoi, 2-3 ans qu'on est amis. Par contre, dans les moments, on va dire de soutien ou importants, pour venir voir, je sais pas, toi Julie, tu es réalisatrice, donc... Si tu fais un clip ou un court-métrage, il va toujours venir. Moi, j'ai fait un spectacle de danse, il est venu voir. C'est le premier fan au premier rang. C'est qui nous repose tout le temps. T'es tout le temps là pour les autres, mais est-ce qu'à contrario, les autres sont là pour toi? Et est-ce que tu laisses les autres venir vers toi? Est-ce que tu le souhaites? Ouais. Je le compte à la place. Je pense que la dernière remarque, la dernière question que vous avez posée là, c'est peut-être que je le veux pas en fait. Ouais. Peut-être que je le veux pas. Et est-ce que j'en ai besoin? Si j'y réfléchis, peut-être pas. Non, peut-être pas.
Après, Ouais, on peut-être dévie un peu. Pardon. Non, mais c'est parce que moi, j'allais rembrayer encore sur un autre truc. T'allais dire quoi? J'allais dire, je pense que c'est pas un secret, t'as une compagne. Oui. Et du coup, peut-être qu'en ayant cette Et personne... beaucoup d'activités aussi la semaine. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas que le fait d'être en couple, parce qu'au final... Non, mais c'était Tatiana, pas pour ils le se temps voient donné aux amis, c'était juste dans le fait que t'as cette personne à qui peut-être tu te confies déjà beaucoup, donc tu as moins besoin de le faire avec tes amis, c'est ça que j'allais dire. Bah, c'est elle qui m'a appris à parler. Ok. On m'a dit tiens, parle. Merci Tatiana. Ouais. Là, Je trouve pas les mots. Et elle me dit mais dis-le. Tu t'arrêtes pas de me dire de le dire avec tes mots. C'est vrai, je lui dis souvent ça. Et elle me le dit en retour. Et comme ça percute un peu plus dans la tête. Et sans quoi, oui, c'est vrai que je parle pas. Même avec elle. Hein. Et ça, c'est pourtant, on devrait être les plus proches. Et ouais, au début, c'était pas le cas. Il y avait des choses que je partageais pas du tout. Ce qui crée un déséquilibre du coup. Tout à fait. Est-ce que justement, en parlant de ça, de partage émotionnel, du coup, bah, toi tu nous dis que tu le fais pas du tout, mais est-ce que tu trouves que ça te gênerait si quelqu'un, si moi par exemple je viens te dire non mais Christophe, en fait j'en ai ras-le-bol, parle-moi de toi, j'ai besoin de savoir ce que tu ressens, est-ce que ça serait facile pour toi ou ça te gênerait ou... Non, je crois pas que ce serait facile pour moi. Ouais. Je pense que j'ai un petit quota de ce que je disais tout à l'heure d'énergie, peut-être énergie émotionnelle, ou de patience peut-être, et je vais saturer. Peut-être plus répondre, mais si tu m'en parles, je vais peut-être le ranger dans le registre du conflit, et je vais peut-être l'éviter, tu vois. Et en retour, peut-être que je vais me dire ah zut, je me reproche alors bon, faut que je la contacte plus, faut que je parle un peu de moi, mais ça sera vraiment un effort pour moi. Ouais, ça serait gênant parce que ça te ressemblerait pas en fait, tu voudrais clairement. pas changer pour... Non, clairement. Et puis ce que tu disais Lucas tout à l'heure, c'est si mes amis se rendent compte que en fait je réponds pas assez, que je partage pas assez, je sais très bien que ça va arriver, le moment va arriver où ils vont se dire bah en fait ils partagent pas, ou il veut pas nous voir. Moi j'évite ce moment. J'évite ce moment-là, et par exemple si je reprends le cas de Paris, je vais moins dire que je vais à Paris. Je vais juste simplement dire je rentre pas assez souvent. Bon, déjà je rentre pas assez souvent, c'est vrai. Et quand je rentre, si je le partage, c'est surtout parce que j'ai le temps de voir mes amis ou j'ai envie de les voir. Bon après c'est un autre débat, mais tu rentres à Paris parce que t'as ta famille, mais est-ce que tes amis de Paris viennent à Bruxelles? Mais là on s'écarte du sujet, mais... Ils viennent pas assez. Voilà, il y a une réciprocité aussi. On s'écarte pas totalement, parce Oui, que ça mais parle voilà. dans l'équilibre justement. Oui, C'est quand tu vois dans les relations amicales à distance, tu vois qu'il y a parfois un déséquilibre qui se crée en fait, parce qu'en fait il faut se dire une chose, c'est si moi je pars, en fait c'est moi ma vie qui est en train de changer. Celle de mes potes qui sont restés à Paris, elle est restée la même. Je suis juste une variable en moins d'une certaine manière, et donc ils vont pas forcément prendre le réflexe de se dire faut que j'aille voir mon pote plus souvent, ou etc., alors que celui qui est parti va aller plus souvent à Paris ou ailleurs, etc. Et donc ça va créer un déséquilibre. Bien sûr, ouais. Et donc parfois il faut le nommer, de dire écoutez mes chers amis, je vous aime très fort, mais en fait maintenant c'est à votre tour de venir, parce que moi je suis venue 150 fois et l'Eurostar ça coûte cher. Et t'as ça, et parfois il y a même des attentes quand on retourne et qu'on veut voir nos amis. J'avais un patient qui m'avait dit ça une fois, il dit oui je rentre en France, je préviens mes amis, c'est mes meilleurs potes. Ils n'ont pas pris de temps pour moi, puis je m'attendais à ce qu'ils montrent vraiment de la joie, du bonheur, enfin vraiment limite de l'enthousiasme, mais c'était pas comme je le voulais, et ça m'a déçue, et je me dis que du coup la relation elle est pas plus la même, et je dis mais c'est inévitable que la relation ait changé, vous êtes partis. Il faut l'accepter. Il faut aussi l'accepter, mais puis en fait tout le monde a son train-train quotidien, donc en fait ils se disent machin est rentré, super, mais en fait ce week-end moi j'ai pas le temps, parce que j'ai mon enfant, j'ai mon déjeuner avec les parents, ou machin, j'avais déjà prévu des trucs. Oui, la vie s'arrête pas parce que nous on est partis. Voilà, et en fait et donc je comprends la déception de la personne, mais je dis en fait eux n'y peuvent rien, vous y pouvez rien. Après il faut aussi pouvoir en parler avec les personnes, de se dire en fait quand je viens principalement, par exemple dans le cas du week-end où je vais voir mes amis, en fait je viens pour vous,
Donc, mon attente à moi et mon besoin, c'est que tu crées du temps pour moi, et parce que moi, j'ai un temps limité où tout est organisé et planifié au millimètre. Je peux pas me permettre d'être spontanée. Et donc, en fait, c'est de nommer les choses. C'est de nommer les choses, parce qu'après, ça crée des non-dits, ça crée des frustrations, et puis après, le déséquilibre s'installe, et parfois, ça peut arriver au point de rupture. Mais en fait, les relations à distance, par exemple, c'est hyper important là-dessus de nommer, de faire l'effort, de se dire, en fait, vous n'êtes pas venu assez souvent, donc j'aimerais bien que vous fassiez l'effort de venir un peu plus, parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps moi qui viens, ou des choses comme ça. Après, il y a aussi le fait que, par exemple, si on a famille et amis dans la même ville, Oui, c'est ce que j'allais dire. les gens partent un peu du... On me l'a jamais dit aussi directement que ça, mais ils disent, oui, mais toi, quand tu reviens, c'est plus souvent, mais tu fais un tir groupé, c'est-à-dire qu'en 3 jours, tu vois tout le monde. Nous, si on vient, il y a que toi qui habites là-bas. Oui, d'accord. Donc, entre guillemets, pour le coup, l'investissement de la rentabilité du temps passé, moi, je vais voir 10 personnes, eux, ils vont venir ici, ils vont voir juste moi. Enfin... Oui, mais c'est censé être un facteur suffisant. Bien évidemment, mais je veux dire, c'est aussi des arguments qui peuvent être sous-entendus dans le « oui, mais toi, quand tu rentres, tu vois tout le monde. » Oui, que t'es pas venu pour voir telle personne. Tu passes 3 jours, mais c'est hyper rentable, entre guillemets, en termes de... Oui, ça, c'est l'aspect financier, après. Non, mais oui, voilà, en 3 jours, t'as vu 10 000 temps, personnes. On fait tous des suggestions pour optimiser notre temps avec nos amis, mais jusqu'ici, on n'a toujours pas trouvé de solution. N'hésitez surtout pas à nous aider en écrivant un courriel à podcastdunnet@gmail.com. On partagera les réponses. Et après, il y a aussi... Après, Lucas, c'est à toi, mais... Non, le fait que quand on part et que ce n'est pas un départ forcé ou un départ professionnel obligatoire, et je pense que là, c'est notre cas, entre guillemets, il faut assumer le choix de partir, et donc ça a aussi des conséquences. Les gens peuvent te dire, oui, mais personne ne t'a forcé à partir, tu fais le choix d'aller à l'autre bout de la France, forcément, tu peux pas nous demander de venir tous les week-ends te voir. Non, pas ça tous les s'entend. week-ends. Non, mais dans l'idée. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais demandé à mes amis de venir. Donc on disait tout à l'heure, tiens, il faut un équilibre. Mais tu demandes rien. Mais non, je demande pas, et ça me gêne en fait qu'ils viennent. Donc s'ils viennent, il faut vraiment que ce soit un week-end où je ne fais rien du tout. Donc c'est eux qui proposent de venir. Ou par exemple, il y avait justement, tu parlais de Michel, Jacques, Paul, j'ai un Paul et Savry sont venus, et on a eu l'idée de visiter la Belgique. Et ça, c'était un bon truc. De se dire, oui, ok, vous êtes venus, mais on visite la Belgique, pas que pour moi. Que pour moi, je serais un peu gêné. Parce qu'eux, ils ont leur vie, la vie continue. C'est moi qui suis parti de Paris. La pression que ça te met aussi, ça veut Exactement. dire que voilà, ils viennent pour toi, tu dois être disponible, tu dois potentiellement faire des activités, organiser. Donc, Mais c'est pas l'envie qui manque. Quand j'ai mes amis qui ils me disent tiens, quand est-ce que tu viens à Paris, déjà ça me fait plaisir. Et je pense notamment à Vanessa, ou Chalini aussi. C'est des amis que je sais que dernièrement, c'est une super expérience. C'est des amis que j'avais pas vu depuis 20 ans. Et donc, grâce à elle, en fait, j'ai pu voir des gens que j'avais pas vu depuis 20 ans. Et ça n'a pas bougé. Et un point qu'on n'a pas abordé, mais ça risque d'ouvrir une boîte de Pandore, c'est aussi un peu l'investissement par message, qui peut être très déséquilibré, mais aussi lié au fait que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas du tout messages, qui aiment pas écrire par message, qui reçoivent déjà trop de messages. Et donc moi, par exemple, il y a des amis, moi je me situe un peu au milieu, mais c'est pour ça que les vocaux existent, mais il y a des amis qui... je sais que si par exemple je pars à l'étranger ou je pars loin longtemps, en fait il faudra prévoir un appel vidéo parce que les messages ça va juste pas fonctionner, c'est-à-dire que je vais avoir peu de répondants, ça va être des petits messages sympathiques et ça voudra pas dire que j'aime pas que la personne s'en fout, mais c'est juste voilà, c'est intéressant parce que parfois on communique par message, on a très peu de répondants ou on a l'impression que la personne s'en fout et parfois c'est juste lié au médium un petit peu. Il y a des gens qui sont vraiment on se voit et sinon on se parle pas. Et puis il y a d'autres gens à l'inverse, ils t'écrivent, ils envoient des vocaux et ça devient compliqué à suivre et d'assurer le message, enfin d'assurer. On a perdu l'idée d'appeler. Oui. De s'appeler juste spontanément et de se passer un coup de fil. On s'envoie souvent des textos, des vocaux ou sinon on se cale un rendez-vous d'appel. Oui, c'est ça. C'est un peu comme obliger personne à répondre quand t'appelles, non tu ne réponds pas. Oui, c'est ça. Mais tu ne réponds pas si t'es vrai. indisponible. D'où le message. Moi, je me sens mal parfois d'appeler des potes comme ça. Et à la fois, je me dis, ouais, mais est-ce que je dois tout le temps écrire, envoyer un message pour dire
prendre est-ce un qu'on rendez-vous peut s'appeler, téléphonique, en enfin, fait, c'est dingue. Ouais. Et je me dis, en fait, je vais juste les appeler et voilà, on verra, ils me répondent pas. C'est vrai que je trouve que ça peut être un peu désagréable quand t'es occupé et qu'on t'appelle et t'es là, je suis occupé, mais bon, c'est pas non plus... Entre filtrer l'appel et pas répondre au texto, enfin, dans le sens où... ce que tu disais, justement, je peux être gênée à l'idée d'appeler si la personne est occupée ou je suis gênée de pas répondre. Mais est-ce que tu es gênée de pas répondre au texto si... Oui, si, bah justement, je viens de me rendre compte que je crois que j'ai complètement ignoré le message d'un pote depuis genre une semaine et je sais, mais je me dis merde, il faudrait que... Parce que l'écrit, c'est tacite qu'on répond quand on a le temps. Alors que le téléphone, je trouve que... Pourquoi c'est différent alors? Mais je sais pas, c'est des trucs qui sont comme des codes de téléphone qui se sont inscrits malgré c'est nous. la même chose. Ah oui, c'est complètement la même chose, mais je pense que c'est des trucs qui sont inscrits vraiment. Le coup de téléphone, vu que ça va être un dialogue oral, peut-être qu'on attend plus une réponse immédiate ou spontanée. Bah, on prend le temps de la personne, quoi, potentiellement, si... D'où les audios finalement, on est en train de faire des audios et finalement on a envie de dire autant qu'on s'appelle parce que si tu peux faire des vocaux qui durent 8 minutes. J'ai une amie qui m'a interdit les audios, elle aime pas. Et maintenant je suis là, alors je lui réponds et je suis là, mais ça me saoule moi. Moi j'ai instauré un truc comme ça avec mes amis ou connaissances ou la famille. C'est... je l'ai pas dit explicitement, hein, mais je vois bien. Je réponds pas aux appels ou autre, ou le téléphone filtre tout seul. Donc si c'est pas un appel de ma mère par exemple, ça va pas sonner si c'est en pleine journée. Et finalement, cet accord, on va dire, c'est que si je reçois un appel, je sais que c'est urgent. Sinon, le stress. Mais toi, tu dirais que t'arrives à confier tes émotions à tes amis? Oui. Ouais. T'es pas gêné s'il y a une amie qui vient te parler de ses émotions envers votre relation amicale, quoi? Je peux le faire, mais c'est pas facile pour moi. Il y a quand même des choses que je garde un peu pour moi, qui sont pas forcément des choses qui entravent notre amitié, mais quand même des choses où je me dis ça risque d'être problématique plus tard, ou que sais-je, ou ça, je suis pas trop aligné avec... cette personne là-dessus, mais je vais rien dire. Mais je pense que si ça atteint un stade où vraiment je sens que la personne n'a pas été cool, alors oui, je peux en parler, mais gentiment. Généralement, j'essaye. Donc, je suis pas gêné parce qu'on m'a déjà fait l'inverse. À l'inverse, on m'a déjà parlé de choses que j'avais faites qui étaient pas cool, et je le prends pas bien parce que ça me blesse, mais à la fois je le prends bien si c'est vrai. J'accepte la critique, mais j'ai quand même du mal à... Il y a certains cas où je me dis il faudrait peut-être que je parle de ça un jour, mais je trouve jamais le bon moment d'en parler, et je trouve que ça ferait trop en mode reproche, et donc je me dis un petit peu, j'attends un petit peu qu'il y ait un truc vraiment problématique qui peut-être me permettrait de dire en fait ça c'est pas cool, et en fait ça j'aime pas. J'ai pas ça avec tout le monde, j'ai ça qu'avec certaines personnes, genre. Mais parce que je me dis si avant je le dis un peu spontanément, gentiment, ça va vraiment être un peu gratuit. Mais d'un autre côté, le risque de ça, c'est que si ça arrive, d'un coup je balance quelque chose que je pense depuis des années et qu'en fait je l'ai pas exprimé avant, et donc j'aurais peur que la personne le prenne pas bien, le fait que j'en ai pas parlé avant, mais je trouve ça normal qu'il y ait des choses aussi chez ses amis qui nous agacent parfois. Tant que c'est pas, enfin voilà, il y a des défauts, il y a des choses qu'on adore, il y a des choses qu'on adore moins. Oui, tu penses qu'au final tout n'est pas bon à dire, qu'il faut quand même faire un... Il y a des filtres à garder. Je sais pas si je le pense. Je pense qu'il y a quand même des filtres, oui. Ouais. Moi je pourrais pas être ami avec quelqu'un qui me parle de manière trop franche et trop cash, ça me blesserait, etc. Ou trop gratuitement en fait. Moi j'aime pas l'idée que d'un coup on lâche une critique, on dit t'es chaud, ça va pas ce matin. Je trouve ça gratuit et je serais vite blessé, quoi. Il y a des choses qui sont pas forcément tout le temps bonnes à dire, ou c'est pas important de le dire. Personnellement je suis quand même susceptible. Selon vous, parce qu'en fait quasiment tous les invités du podcast ont naturellement fait un petit peu la comparaison entre les relations amicales et les relations amoureuses. Donc est-ce que selon vous la relation amicale doit être fluide et absolument pas source d'effort, quel qu'il soit, contrairement à la relation amoureuse qui demanderait théoriquement plus de travail, etc.
Je pense que malheureusement, en grandissant, on se rend compte que on se rend compte que l'amitié demande quand même un investissement. Et donc je dirais non, ça demande quand même un petit peu d'effort. Mais ça devrait pas demander peut-être trop d'efforts. C'est un peu une balance à trouver. Je trouve qu'il faut pas commencer, je pense, à traiter ses amitiés comme une liste de to-do. Il faudrait que je le contacte, il faudrait que pour son anniversaire, j'ai un cadeau. Mais je dirais que, par exemple, dans mon quotidien, je suis trop parfois absorbé par moi-même, mes problèmes, les trucs que je dois faire, ce que je veux, etc. Et je suis très souvent dans mes pensées. Et donc, malheureusement, je dois faire cet effort pour penser aux autres. Et je dois me dire, attention, là, ça serait peut-être bien de faire un petit cadeau, ça serait peut-être bien, parce que ça vient pas naturellement. Dans mon cas, je parle plutôt de faire attention à contacter quand même la personne, à être présent, mais aussi plutôt à penser aux petites attentions, enfin se soucier un peu de son amitié avec la personne, on va dire. Mais je trouve aussi que oui, ça doit rester aussi une source de détente, l'amitié, pas une source de stress, comme en fait quelque part l'amour et la famille, mais là c'est peut-être encore différent. Et alors j'avais juste un truc à dire qui revient à la question d'avant, c'était que personnellement moi j'ai eu quand même plusieurs fois le cas d'amis avec qui je suis ou en tout cas au moins une personne avec qui je ne suis plus ami, parce qu'on s'est perdu de vue, mais aussi parce que cette personne n'avait pas de répondant, donc on était très amis, et puis finalement on s'est un peu perdu de vue avec le Covid, mais on se parlait, et je pense que l'attachement était venait plus de moi, et ensuite quand je contactais cette personne pour on n'irait pas boire un verre, etc., parfois le message n'était pas vu, parfois en fait pas dispo, et en fait j'ai juste décidé d'arrêter de contacter, et j'applique un peu cette règle maintenant, et donc ce cas-ci de contact, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si je vois que c'est trop à sens unique, j'arrête le contact, et je trouve que ça prouve un petit peu que l'amitié demande quand même un petit investissement, c'est-à-dire qu'il faut quand même ce cas-ci prouve que moi j'attends quand même une certaine qu'il y a des attentes, au minimum un répondant, même si c'est moi qui vais. Et que s'il n'y a pas ce répondant, alors c'est que pour moi, je remets en cause l'amitié à raison, en l'occurrence. Si ça m'arrivait, la situation que tu décris, Lucas, c'est-à-dire, il n'y a pas de répondant en face, je pense que je me lasserais. Mais bon, ça arrive très peu, donc je me pose pas trop la question. Ça doit pas être source d'effort, non, effectivement. Mais si j'ai des amis qui me sollicitent, je vais donner ce temps-là. Ouais, je vais le donner. Mais même si t'es fatigué, même si t'as la flemme. Même si je suis fatigué, ouais. Parce que je sais qu'ils en ont besoin. Si c'est juste pour me raconter leur matinée, non, ça non. Par contre, non. C'est un besoin réel. Ah oui, non, clairement, oui. Je serai là. Ouais, je serai Il t'appelle l'urgence, et j'ai pas eu mon café ce matin. Pour faire un peu un bilan sur ce que vous dites et par rapport à cette question-là. Alors, je pense que l'amitié... en réalité, c'est un peu un mélange entre un amour inconditionnel et conditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on voit par exemple dans la famille, on parle d'amour inconditionnel quand les parents disent je pourrais mourir pour mon enfant, ou quoi qu'il fasse, je l'aide à cacher le corps. Enfin bref, voilà. Ah ouais. Il y a un peu ce côté italien, je suis désolée, c'est ça. Mais alors que par exemple dans la relation de couple, d'amour, on va plutôt parler d'un amour conditionnel, parce qu'en fait je vais toujours faire en sorte de fournir un effort pour rendre heureux l'autre et le couple. Et effectivement, c'est pour ça qu'on parle de communiquer dans le couple, etc. Et puis... je vais faire en sorte qu'il y ait des petites attentions, je vais faire en sorte que quand la personne me dit tel défaut il est un peu chiant, je vais faire l'effort de faire attention à ce défaut-là, ou des choses comme ça. C'est dans ce sens-là que je parle dans la relation de couple. Alors que, et en fait dans l'amitié, on peut dire que c'est un amour inconditionnellement conditionné, c'est-à-dire que il y a ce côté, on peut faire famille avec nos amis, on va... Effectivement, ça va me faire plaisir de faire plaisir à l'autre, d'être là pour cette personne à des moments aussi, que ce soit des grands moments tristes ou heureux, ou même justement pour juste le café, ou des choses comme ça. Mais
il y a aussi une notion d'effort à fournir. Et c'est là, en fait, où on parle d'équilibre et de déséquilibre. C'est qu'effectivement, il y a en fait une notion de fiabilité de la personne. Donc, en fait, si la personne n'est jamais fiable et je ne peux pas compter sur elle, à un moment donné, je vais arrêter de la contacter. Si c'est trop à sens unique, à un moment donné, en fait, là, c'est que moi qui fournis l'effort. Donc, j'ai pas de retour. Donc je vais arrêter. Il y a aussi la question quelle est ma place, comment prendre ma place, la notion de mettre des limites, etc. Donc en fait il y a une notion d'effort envers l'autre, envers soi, et c'est ça qui est hyper important, je pense, dans justement les équilibres dans les amitiés, et finalement il y a toujours un petit effort qu'on va fournir, parce que si j'ai un ami qui vient et qui me dit là je trouve qu'à ce moment-là de ma vie t'as pas été hyper présent, je vais faire l'effort d'être plus présent après. Ou en tout cas, je vais faire en sorte de maintenir le lien. Comme tu disais, par rapport au sens unique ou autre, je contacte, j'attends à ce que l'autre me contacte aussi, et qu'il y ait en fait des échanges. Et donc, c'est une notion d'effort, sans effort, entre guillemets, quoi. S'il y a un effort qui est demandé, on le donne, si on a envie, c'est ça. C'est un peu ça aussi, ouais. Et en fait, on fournit aussi parfois l'effort inconsciemment. Oui, parce que j'allais dire, en fait, si toute chose est conscientisée comme un effort, c'est peut-être qu'il y a un truc qui cloche dans la relation et qu'on n'est plus si amis que ça. Si à chaque fois, c'est vraiment se dire, allez, il faut que j'appelle, il faut que je voie la personne. Ouais. C'est ça, si en fait ça devient une corvée, en fait, il faut se poser la question sur la relation. Du coup, on va passer à une partie, là on a parlé beaucoup des émotions, investissement émotionnel, et on aimerait aborder une partie sur l'aspect financier dans les relations du coup amicales. Et pour vous, est-ce naturel d'investir autant d'argent pour vos amis que votre famille ou votre conjointe? Et par exemple, est-ce que vous faites des cadeaux spontanément hors Noël, anniversaire Alors est-ce que c'est normal? Oui, pourquoi pas. Je vais peut-être commencer par les cadeaux hors Noël, anniversaire. En fait, je regarde pas tellement peut-être le prix ou la valeur de la chose, mais je sais que si je veux offrir quelque chose à un ami ou de la famille ou n'importe qui, c'est quelque chose où j'aurais passé du temps à chercher pour dénicher la chose, et je sais que ça va plaire. Et ça va plus me désespérer de pas trouver la chose que c'est trop cher. Mais t'as pas envie de faire un cadeau pour faire un cadeau? Non, jamais. Donc la première question, si c'est une sortie entre amis, est-ce que en fait dépenser de l'argent entre amis ou pour des amis, c'est exactement la même chose que dépenser pour ta famille ou ta conjointe ou ton conjoint? C'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Alors pourquoi c'est pareil? Non, parce que en fait pour moi le couple ou la famille, c'est pas une hiérarchie, c'est plus de dire est-ce que y a un engagement. Alors évidemment il peut y avoir, je suis peut-être pas clair, mais il y a peut-être un engagement entre amis parce qu'on est très proches, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, donc qu'on se connaît. Et par contre quand on se met en couple, il y a un certain engagement, il y a un enjeu, il y a un engagement, il y a une fidélité, il y a une confiance. Et la famille c'est encore un niveau au-dessus, parce que depuis que t'es là, tu dois un peu quelque chose à ta famille ou à ta famille. Alors qu'il y a des amis, tant que tu te le dis pas, il n'y a pas d'engagement. Donc, c'est un autre c'est pareil. Donc pour résumer... Julia bouillonne, elle attend pour parler. Ouais, pour résumer, c'est un peu comme si le couple ou la famille, ça reste quand même des amis. C'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Ouais. Moi, en fait, j'ai rigolé quand j'ai entendu cette question, parce que je me suis dit, tiens, je fais déjà pas de cadeaux pour Noël. Donc ça commence mal. Tout le monde est à la même enseigne. En fait, non, je fais des cadeaux pour ma famille, mais pas beaucoup pour mes amis. C'est-à-dire que j'ai pas du tout le réflexe, et en plus je pense que dans un peu mon groupe d'amis, j'ai plus qu'un groupe d'amis, j'ai un peu un groupe d'amis, mais j'ai aussi d'autres amis. C'était pas non plus quelque chose qu'on se faisait beaucoup, mais certaines personnes plus que d'autres. Et donc souvent je me suis rattaché à des cagnottes pour un cadeau, mais j'avais pas non plus l'impression d'en recevoir beaucoup, donc j'ai pas... T'as pas culpabilisé? Je commence à plus culpabiliser parce que c'est vraiment pas un réflexe, et que c'est un peu lourd, parce qu'à chaque fois je me retrouve le jour même,
Mais c'est pas juste les amis, ça peut être la famille plus étendue, on va dire. Ça peut être, il y a un nouveau bébé. Je vais essayer de rester sur les amis, mais le jour même, je me dis, merde, j'ai pas de cadeau, quoi. Et je me dis, est-ce que j'aurais dû avoir un cadeau? Et j'avoue que, en fait, pour répondre à la question, j'ai plus tendance à mettre de l'argent, du coup, plus cadeaux, etc., envers ma famille que mes amis. Mais la famille, tu dirais que c'est par obligation ou par plaisir? Ou par automatisme. C'est un peu... Ça se fait, et puis voilà. C'est un peu des deux, parce que c'est un peu obligation, c'est le moment, mais ça me... Mais ça reste un plaisir, quoi. Je me dis quand même que ça me fait plaisir de faire plaisir, que ce serait pas cool que je le fasse pas si on l'a fait. Donc là, ça fait très obligation, mais ça me fait quand même plaisir une fois que j'ai trouvé le bon cadeau. Parce que ce que j'aime pas, c'est la recherche constante du bon cadeau. Et pour les amis, en fait, avant, je ferais jamais des verres ou quoi que ce soit. Et maintenant, j'en offre. Beaucoup plus volontiers parce que ça me fait quand même un peu plaisir et parce que je me dis mais c'est un peu un travail parce que avant je n'investissais pas beaucoup d'argent en mes amis, de façon générale, cadeaux, j'ai pas trop rebondi sur ce que tu as dit, j'ai un peu parlé de mon expérience. C'est le but. Mais après, moi ce que je mets là, c'est la partie matérielle, financière, mais c'est vrai que chacun a son budget et parfois dans les groupes c'est très disparate. Donc j'allais dire, moi je mets aussi dans le cadeau le fait, par exemple, quelqu'un qui a pas un rond mais qui est hyper présent ou quoi que ce soit, pour moi ça compense carrément. Il n'y a pas de calcul matériel. Mais du coup, justement, c'est bien pour transitionner parce que quand il y a des déséquilibres dans les groupes d'amis, est-ce que, par exemple, vous pourriez dépenser plus que les autres pour un week-end pour permettre à ceux qui ont moins d'argent d'être présents? Et si vous étiez dans la situation inverse, est-ce que c'est difficile pour vous d'accepter qu'on vous offre un resto parce que sinon vous ne pouvez pas participer ou des choses comme ça? Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors maintenant, oui, je pense que je serais prêt à mettre plus parce que dans mon groupe d'amis, mais que je vois pas souvent, j'ai un peu la chance de faire encore partie de ceux qui ont le plus d'argent parce que j'ai un travail stable, parce que je gagne ma vie pas super bien mais correctement. Et j'ai d'autres amis qui sont beaucoup plus précaires pour plein de raisons différentes, qui n'ont pas de travail stable, qui ne sont pas encore... qui sont toujours aux études parfois, voilà. Et donc maintenant, je serais plus prêt à le faire, surtout si c'est pour assurer qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais après, je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été plus compliqué et j'ai toujours un peu ce truc de... j'ai pas trop envie de dépenser plus d'argent parce que je suis soucieux de mon argent, donc c'est un peu de la radinerie. Mais je le ferai avec plus de plaisir, avec plus de volonté qu'avant. Plus de naturel, ce serait plus de naturel, mais je sais pas si j'aurai l'idée en fait, c'est selon... Et je pense que je le ferai vraiment avec plaisir, je me dirais ok, je le fais plutôt, si c'est quelqu'un qui je sais n'a pas l'argent, n'a pas une bonne situation. J'ai déjà eu un peu des cas où on a un petit peu douté de la vraie difficulté financière. Et alors là, ça me pose plus question parce que voilà. Tu te dis pourquoi à lui et pas à d'autres alors qu'ils sont dans la même situation, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est pas en rapport avec l'argent, au final, c'est un peu genre... Oui, c'est plutôt des gens où j'étais en mode, je suis pas sûr que vraiment ils ont pas de thunes. Parce que quand quelqu'un travaille et te dit j'ai pas de thunes, tu te dis un petit peu... Et à l'inverse, moi... je suis un petit peu, comme j'essaie d'économiser pour un grand projet, je suis assez très soucieux de mon argent, beaucoup trop même. Ça devient même un peu trop... je sais pas si j'agace des amis, mais je suis un petit peu en mode économe, quoi. En mode économe, dans les choix où on va, dans qu'est-ce qu'on fait, etc. Je suis pas tout à fait en mode, non, je veux pas faire ça, mais je suis quand même un petit peu... parfois ça peut susciter, et je blague beaucoup du fait que je suis radin, donc parfois ça peut peut-être susciter, je pense que ça a déjà pu susciter des agacements chez certains amis, parce que j'en parlais un peu trop ouvertement. Ah oui, non, j'ai pas envie de payer ça ou ceci. Mais eux, ils te le disent, genre, arrête avec ça ou pas du tout? Non, mais j'ai senti chez une personne qui a une situation précaire actuelle, mais qui vient d'un milieu plus riche que le mien. Donc, elle sait qu'en cas de problème, elle pourra toujours compter sur sa famille, qui est plus riche. Moi, moins qu'elle, en tout cas, mais sa situation est beaucoup plus précaire que la mienne, voilà. Et pour répondre à la deuxième chose, oui, je serais gêné. Je suis gêné justement si c'est des personnes qui ont une situation beaucoup plus précaire que moi. Ça me gêne.
Mais donc c'est en fonction de leur situation. Oui, et un peu en fonction, moi j'ai tendance à plus payer des verres à des gens qui justement, je sais, ont pas d'argent et vivent un peu au-dessus de leurs moyens. Ça m'arrive de me dire non mais c'est bon, enfin genre je vais te payer ça. Et là ça me fait plus plaisir en fait. J'ai une amie par exemple, elle a vraiment pas de sous, elle vit sous le CPAS et parfois je suis en mode non mais c'est bon, enfin je vais te payer ça et après je m'interroge, je me dis oui mais ça fait un peu en mode comme t'es pauvre je te paye ça. Mais elle tu la mais sens ça me gênée fait ou plus pas plaisir. Comment? Elle tu la sens gênée ou pas spécialement? Un petit peu mais pas tant que ça parce que c'est pas abusif non plus quoi. J'arrive pas en mode vous voyez pas tous les jours en mode resto. Non c'est ça. On fait jamais de resto et moi étant un peu radin ça m'arrange aussi d'avoir des amis qui sont soucieux de leur argent mais parce qu'ils ont J'adore. mais parce que eux ont une très bonne raison de l'être quoi. Et ils ont vraiment pas beaucoup d'argent. Et puis tes potes qui veulent peut-être pas quand tu dis oui je peux payer par exemple pour organiser un week-end pour des gens qui sont précaires. Mais on n'a jamais le cas donc je suppose. On a des doutes, peut-être que ces gens-là aussi c'est leur choix d'investir leur argent dans autre chose que leur relation amicale, donc quelque part c'est leur problème. S'ils ont les moyens mais qu'ils décident de pas mettre les moyens pour faire une sortie, tu peux te dire, enfin j'essaie de... en fait je veux pas spécialement l'aider parce que lui aussi il fait le choix de mettre cet argent dans un voyage avec sa copine ou sa famille ou je sais pas quoi, donc il a l'argent mais il le met ailleurs, donc on va pas payer si lui ne veut pas s'investir. Oui mais c'est ça aussi. C'est une très bonne question mais après je vais laisser la parole mais c'est une très bonne question parce que je me suis jamais retrouvé dans le cas parce qu'on fait peu, par exemple avec le groupe on fait peu de voyages entre amis. Mais la question de l'argent c'est quand même posée et moi personnellement si c'est vraiment pour économiser généralement je vais vraiment pas vouloir qu'on me donne que quelqu'un paye plus pour moi. Je trouverais ça vraiment indécent. De nouveau je suis pas du tout riche mais je parle vraiment de salaire régulier versus pas du tout un salaire régulier versus CPS etc. Je trouverais ça indécent donc je voudrais pas non plus le faire pour... Oui, qu'on te le fasse à toi, mais je voudrais pas non plus du coup quelqu'un qui a un salaire régulier qui me dit en fait j'économise pour 10 000 donc est-ce que enfin voilà je veux bien payer autant. Je pense que la dynamique ne se mettrait pas, on va pas commencer à proposer de payer plus pour que certaines personnes payent plus pour des gens qui n'ont pas de difficultés financières en fait. C'est là que au final, soit on le fait, soit on le fait pas parce qu'au final tout le monde n'a pas envie de payer. Sinon la bonne dynamique c'est de faire tous au prorata. Oui c'est ça. Après quand on est 30 c'est impossible tu vois, mais je sais pas si t'es 5, après si tout le monde est à l'aise de dire après c'est parce que ça c'est un autre sujet mais genre il y a beaucoup de tabous sur l'argent. Moi je sais pas par exemple tous les salaires de mes amis, mais en vrai si tu as un voyage je sais pas à 3-4 amis au prorata, enfin moi je sais que dans mon couple on fait au prorata, on gagne pas la même chose tu vois, on est pas à 50-50 et ça me semble évident de faire au prorata de salaire avec mon conjoint, et donc pourquoi pas le faire avec des amis au final. Mais la situation, la situation dans laquelle je me suis retrouvé c'était plutôt en fait chacun communique un peu sur sa situation finalement, ce qu'il est prêt à payer et on trouve quelque chose et on valide on valide le logement en après c'est fonction juste de ça, plus d'énergie et de temps alors là toi tu mets 100, toi tu mets 200 donc on peut quel logement et ça sent le VGF ou le VG. On pense à vos oreilles et on vous épargne la plus grosse cacophonie de l'histoire des radios où on rit comme des baleines, ça n'a aucun sens. C'est vraiment ça quoi. Et je pense que parfois les gens un peu plus récalcitrants finissent par accepter aussi pour ne pas être... pour être dans le mood et de pas être... les EVGF, EVG, souvent t'es hyper nombreux aussi, donc t'es là, t'es pas à l'aise à le faire avec tout le monde. Moi je pense que je serais à l'aise avec des amis proches, tu vois. Et ça peut créer du conflit. Enfin, complètement. En cadre en tant que professionnel, je me suis déjà retrouvée dans la situation où... ça commençait à parler de destination, de machin, et j'étais pas forcément la personne qui était en galère financière, mais je disais, attendez les gars, vous êtes très gentils, tout le monde est mignon, mais en fait on n'a pas la même réalité budgétaire, et donc on peut... Et en plus, tu rajoutes à ça à nouveau la question de, on n'est pas toutes au même point géographique, donc on va pas toutes payer les mêmes billets, le prix de billet, on n'a pas toutes le même apport financier pour le logement, etc. Donc il va falloir trouver une destination et des activités qui sont plus ou moins en accord avec tout le monde. En tout cas pour ce qui est du gros.
et etc. Parce que après t'as aussi la question où quand tu vas au resto et on se dit allez on divise tous la note, et puis après il y en a une qui commence à dire ah oui mais moi j'ai bu un verre, moi j'ai pas bu d'alcool et machin et truc. Oui, enfin en final que coûte ton iced tea maison coûte plus cher que la bouteille de vin divisée à 4. Enfin si on commence comme ça, après on s'en sort plus. Donc là peut-être autant payer la note divisée. Après à chaque fois il y a une exception, mais là il y a des choses, des grosses exceptions je trouve sur des soirées où si tu passes toute ta soirée au resto, parce qu'il y en a maintenant qui boivent plus d'alcool. Oui. Effectivement, je pense qu'on fait tous attention à ceux qui boivent ou pas de l'alcool, que ça rentre pas parce que l'alcool, si tu bois toute la soirée, c'est vite très cher. Oui, et après ça dépend aussi des alcools. Par exemple là j'ai été en EVJF et j'étais enceinte à ce moment-là, donc je ne buvais pas d'alcool. Et tu peux pas tout manger aussi normalement. Je peux pas tout manger. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est arrivé à une super copine et moi, on était sur le bassin et c'est des fruits de mer donc. Ah oui non, je pouvais pas tout manger. Et mais finalement je prenais un mocktail ou leur jus ou des trucs comme ça, où finalement je vois que je prenais ça 7 balles et la bouteille de vin blanc divisée par 3 ou par 4, en fait ça leur revenait moins cher. En fait c'est limite j'aurais limite dit en fait c'est vous qui payez une partie de mon verre, donc oui on divise la note. Après ça c'est en fonction à nouveau de la réalité budgétaire de chacun, aussi une question de personnalité de chacun. Mais finalement tu te rends compte que parfois c'est ceux qui boivent pas d'alcool qui payent plus cher. Oui, ça dépend. Que ceux qui boivent de l'alcool, parce que finalement après là on parle de bouteilles de vin et pas forcément de cocktail, mais l'un dans l'autre, oui, ceux qui boivent de l'alcool sont parfois plus nombreux et donc l'addition finalement leur vient moins cher. Oui, après, oui, c'est des cas par cas. Après, c'est du cas par cas, mais ouais. Ça, c'est... Après, c'est vrai qu'en dehors des gens qui vraiment comptent leur argent parce que voilà, ils n'ont pas du tout de budget, c'est juste que l'argent, c'est un sujet qui cristallise. Pareil, c'est révélateur, mais c'est aussi révélateur. Tu vois, Lucas, ce que tu disais, effectivement, moi, je pense que quelqu'un dont je sais qu'elle a vraiment les moyens, enfin, vit très correctement et dit toujours non pour des week-ends ou pour des restos parce que c'est trop cher, je me dirais en fait c'est juste révélateur que cet argent elle veut le mettre pour d'autres gens que ses amis, et ça veut dire quelque chose autre que juste je veux pas dépenser, enfin c'est révélateur de choses dans la relation en fait. Ouais. Oui, il y a un peu, après je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont plus généreuses que d'autres aussi, mais ça englobe la générosité pour eux-mêmes que pour les autres aussi. Alors pour le restaurant, je pense que, alors comment je distingue, je me disais il y a invitation et invitation. Je me dis si l'idée c'est de découvrir un restaurant ensemble, oui ok, si on découvre, j'en sais rien, je sais pas, j'invente, mais si on découvre un restaurant de caviar, Caviar de la et voilà, et si l'ami en question peut pas se payer le dîner, ok, je l'invite pour qu'il soit là. Mais si le prétexte c'est du se voir, enfin, on n'est pas obligé d'aller manger du caviar. Ouais. Donc là, dans ce cas-là, tu contextualises vraiment le loisir en question. Oui, bien sûr. Et est-ce que si moi on m'invitait, ouais, ça me gênerait. Tout le temps, à n'importe quelle que soit l'occasion. Ouais, ça me gênerait. Ça me gênerait, sauf si c'est un prétexte pour revoir la personne. Et souvent, moi, je le mets toujours dans ce truc-là. Si je paye, et puis comme ça, la prochaine fois, je sais que je vais te voir, ou inversement. Oui, tu me payeras la prochaine fois. Ouais, exactement. Je fais ça. Et sinon, si c'est par exemple, moi j'invite l'ami en question, je veux pas qu'il y ait de gêne. Donc je le ferai pas. Si je sais qu'il y a une gêne, je le ferai pas du tout. Mais c'est marrant ce que vous dites tous les deux, parce qu'il y a ce côté où vous dites je suis pas gênée à l'idée d'inviter ou de proposer ou de rajouter, mais pour vous, qu'on le fasse pour vous, ça vous gênerait? Ça dépend. En amitié, oui, selon la situation financière de la personne, oui, je suis plus gêné. Et après, moi, je dois bien être clair, moi c'est pour les verres, mais resto, j'ai beaucoup plus de mal. Pour moi, ça fait beaucoup d'argent. C'est là que mon côté argent, je vais pas facilement inviter des amis au resto, mais je commence à le faire plus pour les anniversaires. On se dit, on divise la note, etc. Mais c'est un travail, quoi. C'est-à-dire que je me dis, non, mais Lucas, c'est bon, tu peux. Parce que j'ai envie de faire plaisir à la personne, mais je pense à mon argent, donc je me dis, allez,
c'est bon. Et j'avais un dernier commentaire, parce que j'imagine que le temps... je trouve que c'est important quand c'est comme ça, par exemple pour les week-ends, de communiquer, d'être constructif. J'ai l'impression que beaucoup de conflits proviennent aussi, par exemple, il y a une personne qui va organiser, qui va proposer quelque chose, quelqu'un d'autre va répondre « Oh mais non, moi ça m'arrange pas, ma situation financière est compliquée, c'est pas ouf, c'est cher. » Et ne pas quelque part, je sais pas, dire pour moi c'est un petit peu compliqué, est-ce qu'on pourrait trouver une alternative? Et je pense que la communication et le fait d'être constructif pour arriver à une solution, c'est un peu la clé pour éviter les conflits, parce qu'alors on voit, c'est ok, ils cherchent des solutions, d'être clair sur ses attentes, sur ce qu'on veut. Et... Je rebondis justement sur ce que tu disais, Julia, sur le... Ah, mais c'est marrant, parce que tous les deux, ça vous gênerait qu'on vous invite. En fait, moi je me positionne toujours dans le cas où il n'y a aucune raison qu'on m'invite. Pourquoi ? Tu vois ? Parce que tu es très riche. Oui, pour faire plaisir. Le plaisir, ça serait que j'ai besoin de le rendre. Et donc la prochaine fois, on se revoit. Et ça sera avant tout. Mais seulement dans ces conditions. Si c'est juste à sens unique, moi je peux pas. Mais pourquoi on pourrait pas te faire plaisir ? Je préfère pas dire, voilà. Mais pourquoi on pourrait pas te faire plaisir ? Regarde, après tu vas dire qu'il y avait du contexte, mais à ton anniversaire on t'a invité. Mais tu vas dire qu'il y avait un contexte vu que c'était ton anniversaire. Mais j'avais pas le choix. On t'avait coincé, il aurait pu les inviter, mais il n'a pas pu. Mais c'est vrai que, allez, on peut en parler là, mais si, j'aime bien aussi l'exemple où on dit tiens, on divise la note. En fait, moi ça me gêne parce que je le mets dans le registre du t'as le choix. Alors, il y avait déjà le choix du restaurant, et après quand tu te retrouves dans la carte, tu as le choix du plat. Et moi ça me gêne quand on divise, vraiment. Parce que je me dis, l'ami en question, il a peut-être choisi de pas prendre un. Je préfère encore dire à tout le monde, attendez, je paye le truc, je vais galérer à faire tous les bons contacts, les cuillères, machin, parce que je veux absolument que ça soit juste. Et si je sais à la base, si je sais qu'à la base, on va diviser, je vais pas prendre le cocktail alors qu'on est que deux à le prendre. Je veux pas. C'est comme ça. Camille Toffoli, qui est une autrice, a dit ce qui suit. Notre système économique repose sur des bulles familiales et conjugales. Chacun y a son terrain, sa maison, son compte en banque. Et tout cela fait bien rouler l'économie. Alors que les amitiés, elles, ne sont pas des relations sur lesquelles on peut capitaliser. Si ce constat vous parle, peut-on dire de l'amitié qu'elle serait la relation la plus désintéressée ? C'est une bonne question. En effet, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de capital économique dans une amitié parce qu'on va avoir moins tendance à investir ou à créer un projet qui aura des implications financières avec des amis, contrairement à la famille. Ceci dit, je pense pas que l'intérêt financier soit au centre, je pense pas que c'est ce qu'elle dit, mais soit au centre de la relation avec la famille et le conjoint, mais je crois que oui, c'est une amitié plutôt désintéressée, l'amitié est plutôt désintéressée parce que c'est pas ce qu'on cherche. Globalement, je suis d'accord avec la citation, mais je sais pas à quel point finalement l'investissement financier prend de la place dans les autres catégories, famille ou conjoint. Je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure du couple et de la famille, c'est un peu les amis plus, où ça reste quand même des amis. Le désintéressé, je crois que j'ai pas compris le mot désintéressé. C'est peut-être, on dit peut-être, je sais pas, que entre amis on n'investit pas assez, ou je sais pas, si on reprend le cas de la maison, on n'achète pas ensemble. Et en fait, tout ça, je le vois comme dans le couple, il y a un engagement là-dedans. En fait, on s'est déjà fait le vœu, on a déjà signé pour être là en cas de pépin de l'autre. Malade, j'en sais rien, tout pépin financier ou autre. Mais entre amis, il n'y a pas cet engagement. Alors qu'on pourrait le créer, hein, si on se dit entre amis, tiens, je serai toujours là pour toi. Comme tu disais tout à l'heure, Julia, t'es comme un frère, t'es comme une sœur, voilà, très bien. Il y a cet engagement. Et oui, si, je sais pas, on peut aussi se poser la question, ah oui, mais d'accord, mais on prête plus souvent à une banque, prête plus souvent à un couple marié et pas à des amis. En fait, elle prête aussi à des amis. Sauf que la banque, elle a surtout besoin de savoir si vous allez payer ou pas. Après, que ce soit entre amis ou mariés. On sent le pragmatisme. La banque, ce qu'elle veut surtout, c'est savoir si vous allez payer. Donc voilà, non, je pense qu'entre amis, on peut très bien capitaliser, investir ensemble ou passer du temps,
dépenser de l'argent tout autant qu'en famille ou pas. Ouais, clairement. Moi, j'ai un peu du mal. Alors, j'ai dû la relire plusieurs fois, la citation, pour la comprendre bien. Mais je suis pas trop d'accord, parce que je rebondis sur un peu le discours qu'on parlait juste avant sur l'aspect financier. Alors là, on parlait de payer pour les autres ou pas, mais je veux dire, maintenant, on voit, en fait, avec l'évolution de la société, qu'il y a, mine de rien, beaucoup plus de relations où on est des amis, etc. L'amitié, peut être famille, etc. Mais mine de rien, tous les verres qu'on va boire avec nos potes, les vacances, les EVGF, les mariages, les anniversaires, etc. Il y a de la capitalisation sur l'amitié qui participe au système économique. Donc, il y a un peu cette réalité-là. Après, effectivement, il y a la famille avec les comptes en banque, les projets, acheter la maison, etc. Faire des enfants, c'est aussi... on va mettre des sous de côté pour un enfant, on achète plein de trucs, c'est un monde... marketing bébé, c'est quelque chose d'incroyable. Mais donc voilà, et en fait, et je pense qu'il y a des amitiés où en fait il y a des personnes, alors là on parle aussi après de l'honnêteté des gens ou pas, mais il y a des relations qui peuvent être amicalement, et qui sont amicales et il y a un intérêt financier. Alors maintenant on peut questionner l'honnêteté de l'amitié, mais il y a des personnes qui vont être dans quelque chose de l'intérêt financier d'autrui, alors que ce soit des bonnes ou mauvaises personnes, ça c'est un autre discours, mais il y a des personnes qui vont, quand on parle de relations parfois un peu superficielles ou des personnes qui veulent intégrer un monde mondain, par exemple, il y a un rapport intéressé dans l'amitié. Je suis un peu mitigée sur la citation, en fait, je dois dire, et que en fait, oui, les amitiés sont désintéressées, mais en même temps, et là c'est quelque chose en dehors de l'aspect financier, les amitiés sont pas complètement désintéressées, parce que on veut un retour, mine de rien, dans l'effort qu'on fournit, etc. Et là c'est plus l'aspect aussi émotionnel, finalement. Je comprends mieux la définition de désintéressé. Mais alors, dans le couple, on parlait là, quand je disais engagement, on est dans le couple, c'est un engagement déjà d'être là pour l'autre, et c'est un engagement peut-être au début, les raisons du mariage, c'est peut-être l'engagement d'avoir un enfant. Mais cet enfant-là, ça vient d'un engagement. Après, imagine, tu décides d'avoir un enfant avec un ami, c'est pareil. Hein. Oui, tu vois, la crèche, tu vas la payer. C'est l'épisode suivant. Ceux qui font la famille. mais oui, puis après, en fait, je pense qu'il y a une question de personnalité. Là, par exemple, avec... là, c'est à nouveau un exemple personnel. Je joue avec mon conjoint. Une petite dédicace à ma famille. Une fois, on s'était posé la question de si tu gagnais à l'euro million, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent, la question à 100 millions. Oui. Et par exemple, il me disait, mais moi, en fait, il dit, je donnerais cet argent aussi à mes amis. Il dit, en fait, si je gagne à l'euro million, il y a une partie pour moi, je la gère, mais il y a une partie pour toi. Et il y a, en fait, j'en donnerais à mes amis. Par exemple, il dit, je rembourserais le prêt immobilier de mon meilleur ami. Je donnerais cet argent, une partie à tel ami pour qu'il puisse réaliser son rêve je sais pas... il a un ami qui est garagiste, par exemple, mécanicien, et qui voudrait ouvrir son garage. Il dit, je financerais une partie d'eux, tu vois. Et il dit, parce que, en fait, mes amis sont ma famille. Et en fait, je donnerais aussi cet argent. Ce qu'il dit, en plus, l'euro million, c'est des énormes pactoles. Il dit, à un moment donné, qu'est-ce que t'en fais? Il dit, moi, tu me donnes tot, après, je l'investis à ma manière, mais je sais que je suis tranquille à vie, quoi. Donc, le reste, je pourrais le donner autour. Et puis, gagner à l'euro million, quelque part, il y a une notion de mérite qu'il y a moins, parce que c'est de la chance, et c'est de l'argent qui te tombe dessus, et tu te dis, allez, j'ai pas pris 10 ans pour faire cet argent, quoi. Oui. Imaginons quelqu'un qui gagne super bien sa vie et qui arrive à faire 1 million en 10 ans, je ne sais pas, qui sort vraiment. Je pense que là aussi, c'est normal. Pour moi, ce serait normal quand même de donner, mais je comprendrais qu'il a envie de donner moins. Oui. Ça fait une logique, j'ai l'air d'avoir une logique très capitaliste. Non, mais c'est une logique de Mais je comprendrais qu'il a envie de donner moins que s'il gagne. Je trouverais ça normal quand même de donner. Quand on gagne beaucoup d'argent, en tout cas. Mais je comprendrais qu'il y ait moins cette logique de se dire je vais mettre autant pour moi, je vais mettre autant pour les autres. Il y a une question de distribution, mais c'est vrai qu'effectivement, tu as
mine de rien, en fait, l'investissement financier, mine de rien, va être, je pense, différent, en fait, finalement, selon chacun. Et aussi, je pense que combien on gagne va un peu influencer... et encore, parce que parfois il y a des personnes très généreuses qui gagnent pas beaucoup, mais en tout cas il y a et la relation amicale que tu as avec la personne. Quand tu parlais de maladie par exemple, il y a des personnes, ils se disent en fait ma meilleure amie, mon meilleur ami a un cancer, pourquoi j'ai pris cet exemple, a une maladie, en fait je veux participer financièrement dans son traitement par exemple, ou des choses comme ça, et l'aider pour que cette personne aille mieux. Je vais peut-être revenir sur un des trucs qu'on avait dit tout à l'heure. Si on reprend le cas de l'euro-million, j'ai un ami qui gagne l'euro-million, il me donne de l'argent, moi ça me gêne. Parce que déjà, il n'y a aucune raison. Mais déjà, on peut même pas payer un café. Tu veux pas non, ça me gênerait. Et après, on peut aussi se poser la question, après, on disait, tiens, il y a des amis qui ont plus de moyens que d'autres. Ils gagnent l'euro-million. À chaque fois qu'on sort, ça veut dire qu'il va à chaque fois payer. Du coup, toi, tu vas arrêter de le voir, en fait. Non, mais pas forcément. Un peu, et c'est pour ça que je me dis, quand je veux jouer avec des collègues ou avec des amis à l'euro-million, je donne toujours l'excuse où... Parce que ça t'arrive en plus pour de vrai. On jouer ensemble, mais vraiment. Et parce que finalement, je me dis toujours, imagine tu gagnes, en fait, t'as envie de faire un tour en hélicoptère, c'est chiant d'avoir des amis qui ne peuvent pas se payer un hélicoptère, tu vois. Donc je peux aller ensemble et chacun s'achète son hélicoptère. T'as une vie. Mais c'est pas mal. Tu vois. Et ce que disait ton compagnon Julia, oui, si j'ai un ami qui est en galère ou je sais pas parce qu'il a un commerce, ça marche pas, je l'aide. Mais si ça se passe nickel machin, je sais même pas si je dirais que j'ai gagné à l'euro-million. Faut pas que ça change. Ça se trouve, il a déjà gagné à l'euro-million, je sais pas. Est-ce que vous avez des références à nous partager? Séries, livres, musique, BD, films? J'en ai, et alors je voulais partager, c'est un film qui se passe sur une île, je crois qui n'existe pas en soi, mais c'est l'île de Inishin, et en fait le film c'est les Banshees de Inishin, et c'est un film entre deux gars qui habitent dans cette île où il se passe jamais rien. D'ailleurs, l'acteur principal c'est Colin Farrell, et en fait Colin Farrell il joue le gars qui est en fait un gars tout à fait banal. Il voit très souvent sa sœur et il adore être en compagnie de son âme. Et il a un ami. Et de son meilleur ami, du coup. Et de son meilleur ami, exactement. Et ils se voient tous les jours, vraiment au pub, pour prendre une pinte de Guinness. Et ils se racontent des choses, des problèmes, ce qu'il a vu ce matin. Mais c'est une amitié fusionnelle, c'est une amitié présente. Et pourtant, il n'y a pas besoin de choses extraordinaires. Ça j'aimais bien ça. J'ai une autre référence, alors peut-être qu'on ne pense pas à l'amitié en voyant le film Love Actually. Mais en fait, dans Love Actually, j'aime bien la relation qu'a Billy Mack, donc le chanteur, et Joe, son manager. Bien trouvé. Alors j'adore ce truc-là parce que le gars, il est là grâce à son manager. D'accord, il a beau penser que son manager c'est un loser ou autre, mais en tout cas il lui dit ça pour le charrier. Mais il sait qu'il est là grâce à son manager. Et à la fin, Spoiler alert. Quand il disait tiens, si le titre fait un succès monstre, alors je passerai à la télé nu. Juste avec ses bottes, et je viendrai faire la fête, voilà. Et il avait l'occasion de faire la fête donc avec Elton John, et malgré tout il est allé fêter Noël avec son manager Joe. Elle a dit tiens, on va se regarder des films porno. Mais j'adore. Cette Alors partie sera censurée. c'est une aparté, mais qu'est-ce que j'adore la phrase quand il dit kids don't take drugs, become a pop star, you get it for free. Ah putain, ça j'adore. Mais oui, là c'est dans l'émission, mais à la fin quand il arrive parce qu'il lui dit qu'est-ce que tu fais là, tu vois, tu devais être Elton John, il lui dit mais pour toi quoi qu'il arrive, en fait quoi qu'il se passe, c'est toi l'amour de ma vie. Il lui dit ça, vraiment, et c'est son pote. C'est toi ma famille. Voilà, il lui a dit ça. Et donc le lien entre amis et famille, tu vois. Alors la dernière référence, c'est une série Netflix. C'est la méthode Kominsky.
Je sais pas si vous connaissez. Ouais, j'ai pas Alors, méthode Kominsky, c'est assez touchant aussi. Alors, l'acteur principal, c'est Michael Douglas. Et pareil, c'est une relation entre un acteur de seconde zone et son manager. Pareil. Et en fait, ils vieillissent ensemble. Et le gars, en fait, comme il n'a pas beaucoup de prestations, il devient prof de théâtre ou prof pour futurs acteurs. Et il se voit très souvent avec son manager ou ex-manager à se raconter des choses de tous les jours. On voit par exemple, il y a l'acteur De Vito qui joue l'urologue. Et parce que Michael Douglas dans la série a un problème médical. Voilà. Et en fait, il raconte ça dans la série. Donc voilà, il raconte ça à son manager. Où il y a aussi des relations, on parlait tout à l'heure, des situations où il y a une gêne sur l'argent. Il dit à un moment donné, il dit à son manager, tu sais, je suis pas du genre à te demander ça, mais est-ce que tu peux me prêter de l'argent ? Et le gars lui dit, oui, je te le prête, que si tu me le rends pas. Elle dit ok, bah alors je veux pas. Et le gars pour lui montrer. C'est ton modèle ultime. Ouais, voilà. Et donc ça reste des séries qui racontent bien l'amitié, mais ça vole pas bien. On partage un quotidien, on vit ensemble et ils deviennent famille. Moi, j'ai pas beaucoup de références, mais j'en ai quand même deux qui me viennent en tête. Je sais pas si c'est la référence. Après, je vais me dire merde, non, en fait, il y avait ce film. Mais premièrement, je dirais Harry Potter. Bah oui, c'est des amis. Parce que quand même l'amitié entre Ron, Hermione et Harry est quand même forte et est quand même représentée dans tous ses problèmes, avec quand même parfois des problèmes de jalousie, de jalousie, enfin voilà, dans toute sa plus ou moins complexité. Oui, et puis grandissent, c'est des âges ados. Ouais. Bon, l'autrice a vraiment mal tourné, mais en tout cas... et alors, le deuxième qui me vient en tête, c'était la série Skins, dont j'étais fan quand j'étais ado, vraiment, genre... Alors, je menais pas du tout leur vie de dépravé, heureusement, mais en fait, je trouvais, donc, série Skins, c'est sur des ados, juste des générations d'ados à Bristol, dans un monde un petit peu... enfin, beaucoup de drogue, Ça, du sexe, oui, etc. C'est un peu trash, voilà. Mais je trouvais quand même que pour l'époque, c'était trash. ça représentait quand même pas mal des relations d'amitié fortes, amour, etc. On s'attachait vraiment à ces dynamiques amicales. Donc voilà, c'est ça qui me vient en tête. Okay. Merci. Moi, j'en ai 3. Il y en a une, on en parlait tout à l'heure, c'est la série Pause. Je trouve c'est une série où ça se passe en fait dans les années 80 à New York. C'est le milieu LGBTQIA+, mais enfin, surtout trans et c'est la scène des ballrooms. Ouais, avec les ballrooms, etc. Et donc c'est trans, mais aussi sur la communauté afro-américaine et latino, etc. Et je trouve qu'en fait là ça parle vraiment en fait c'est des familles, en fait ils parlent de maisons, et en fait c'est des amis, mais aussi en fait des familles, parce que c'est beaucoup de jeunes et de personnes qui en fait se retrouvent dans des situations de précarité, qui ont été virées de chez eux dû à leur homosexualité ou leur transidentité, etc. Et en fait c'est donc comment créer famille, mais aussi créer une communauté. Et enfin, je trouvais cette série incroyable, et qui parle en plus de sujets, même ça parle du début du sida, etc. Et donc ça me touchait énormément, mais enfin, voilà. La série est dingue. Et la série est assez dingue. Et alors il y en a une autre, alors complètement ça va paraître très étrange, mais c'est même pas une série, c'est une télé-réalité que j'avoue je regarde, c'est les Real Housewives de Beverly Hills, que je trouve incroyable. Alors ça peut faire beaucoup de débats, et là on voit vraiment l'aspect très superficiel, etc. Mais moi ça me fait mourir de rire, le drama, et en fait c'est créer du drame. En fait il y a un côté où c'est des personnes qui ont tellement d'argent qu'en fait on se dit mais ils savent pas plus quoi faire. De temps surtout, donc oui, ils ont du temps, en fait c'est du vide un peu, mais en même temps on voit ces relations amicales qui peuvent être fausses, qui peuvent être vraies, qui peuvent
en fait, il y a une forme de groupe, et en même temps, il y a ce côté où justement, c'est des nanas qui s'engueulent tout le temps. Donc, elles sont tout le temps en mode franc-parler. Il y a du conflit, allez, on y va. De toute façon, c'est ça qui nous paye un petit peu. Oui. Mais il y a un peu ce côté de on ose dire les choses et on y va franco. Et moi, j'adore ça. Et ça me fait. Puis il y a le côté un peu américain de oh my god, oh my god. Oh my god. À mourir de rire. Et sinon, la dernière référence, et là je la trouve super chouette, c'est. L'œuvre est incroyable, c'est One Piece. Que ce soit l'animé ou le manga. Parce que donc là, c'est vraiment. Donc effectivement, c'est Luffy qui. C'est un pirate, c'est. Les rapports en fait de lui avec ses compagnons et les compagnons avec leur capitaine. Donc il y a une forme de hiérarchie, comme en fait il y a aussi pas du tout de hiérarchie, mais en fait ça va parler de la loyauté dans les amitiés et en même temps aussi de ce rapport où on fait famille. Et en plus ce que j'aime bien, c'est que dans chaque arc en fait on va se concentrer aussi sur un personnage, surtout quand il y a un nouveau membre de l'équipage qui arrive. Et donc on a leur backstory et en fait qu'est-ce qui fait qu'ils s'en sont retrouvés là aujourd'hui. Et en fait Luffy va toujours les aider et en fait ils vont toujours s'entraider. Et en fait c'est une œuvre incroyable qui parle de plein de thèmes et on peut passer des heures. Mais en tout cas j'ai pensé à ça aussi par rapport à l'amitié et c'est vraiment très beau. Alors dans les trucs populaires comme ça, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur la télé-réalité. J'aime bien aussi les aventures là, des Kardashians. En fait, ça voyeurisme, on regarde les riches et tout ça. Et en fait, tu regardes les Kardashians ? Ouais, je regarde les Kardashians, moi je regarde. Et en fait, quand tu regardes bien, en fait, ils sont toujours là pour eux. Et, et tu vois, ils ont des émotions, ils se disputent, c'est vrai, mais vraiment ils sont très proches. Ouais. Et ils montrent leur relation, leur soutien. Le clan. Ouais, leur clan. Ouais. On a appris un truc aujourd'hui, si tu regardes les Kardashians. J'ai vu un extrait d'un épisode où elles sont allées faire les courses et elles avaient l'air d'être soutenantes entre elles. Ouais, elles aimaient bien l'expérience des courses qu'elles découvraient un peu. Tiens, on va au supermarché, on l'a jamais fait de notre vie. Non, mais il y a un côté de dans la richesse on se soutient. Ouais, quand même, on se dit ils ont pas besoin, mais en fait non, ils ont besoin aussi. Et d'ailleurs, Julia, petit tips, il y a une version indienne de Real Housewives of Mumbai, c'est pas mal aussi. Ça doit être pas mal. Sinon, il y a aussi un autre bijou, c'est Dubai Bling. Oh, je sais pas si oh là là, alors là c'est très scénarisé. Ça part en télé-réalité. À mes heures perdues. En tout cas, merci à tous les trois. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre temps. C'était très chouette. Ami Christophe fait de la peinture et du dessin avec joie et assiduité depuis des années. Et il a un compte Instagram qu'on mettra dans la barre d'infos. Et on vous encourage à aller voir ce qu'il fait parce que c'est très chouette. Merci. Voilà. Merci vraiment à tous les trois. Ouais. Passez un bon week-end de votre temps. Merci à vous. Et pour ton expertise, Julia. Et oui, merci. Avec plaisir. Merci. C'est 50 € l'heure l'intervention. Moi je pense que c'est le plus. Vous venez d'écouter l'épisode 7 du Ginette Club avec Lucas, Christophe et Julia. La semaine prochaine, nous accueillons 2 invités pour l'épisode intitulé « Celles qui font famille ». Ce podcast est sponsorisé par Egoa Studio, écrit et réalisé par Marion Dumail et Julie Vigne. Merci à Pars pour la musique originale et à Nono Sono pour le matériel.